8 habitudes qui te font rester pauvre sans même le savoir. Quel est le point commun entre un pauvre et un hamster? Les deux s'agitent, se donnent à fond, et pourtant restent au même endroit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la majorité des Français travaillent dur toute leur vie sans jamais s'enrichir, et comment rompre ce cycle invisible avant qu'il ne t'avale à ton tour. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que ce n'est pas ton travail qui te maintient au même point, mais la manière dont on t'a appris à penser. Tu peux courir toute ta vie, sans jamais quitter la cage. Regarde bien autour de toi, des gens qui se lèvent tôt, qui bossent dur, qui font tout comme il faut. Et pourtant, rien ne change. Leurs comptes bancaires stagnent, leurs dettes s'accumulent, leur énergie s'épuise. Ils avancent, pensent avancer, mais reviennent toujours au même point. Alors je vais te poser une question simple, mais qui dérange. Et si ce n'était pas ton travail qui te maintient en vie, mais ton conditionnement qui te maintient prisonnier? Parce qu'il existe une roue invisible, un mécanisme social, psychologique et économique qui t'empêche d'échapper à la pauvreté, même quand tu fais tous les bons choix. Et le pire, c'est que tu n'en as même pas conscience. Depuis que tu es enfant, on t'a dit « travaille dur, sois patient, sois reconnaissant ». Mais personne ne t'a expliqué que ce monde ne récompense pas l'effort, il récompense la stratégie. Regarde autour de toi. En France, plus de 70% des gens qui travaillent à plein temps terminent le mois à découvert. Pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils jouent à un jeu dont ils n'ont jamais lu les règles. Ce système adore les travailleurs obéissants. Ceux qui s'agitent sans bruit. Ceux qui confondent mouvement et progrès. Ils pensent qu'en se donnant à 100%, ils finiront par être récompensés. Mais la réalité, c'est qu'ils tournent en rond, comme le hamster dans sa roue, pendant que d'autres, plus calmes, plus lucides, récoltent les fruits de leurs efforts. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose que toi, tu ignores encore. Le monde ne paie pas ce que tu mérites, il paie ce que tu représentes. La vérité, c'est que tu ne vaux pas ce que tu fais. Tu vaux ce que les autres perçoivent que tu fais. C'est injuste? Oui. Mais c'est ainsi que le monde fonctionne. Tu peux être le plus travailleur de ton entreprise, le plus dévoué, le plus compétent. Si tu envoies les mauvais signaux, si tu parles, agis ou t'habilles comme celui qu'on sous-estime, tu resteras celui qu'on sous-estime. C'est ce que j'appelle le racisme anti-pauvre. Un système de micro-jugement, de réflexes sociaux, de codes invisibles, qui séparent ceux qu'on respecte de ceux qu'on tolère. Et plus tu ressembles à la masse, plus tu es traité comme un rouage de la machine. Mais il suffit parfois d'un changement de posture, de ton ou d'attitude, pour que le monde commence à te regarder différemment. Parce que l'ascension ne commence pas dans ton compte en banque, elle commence dans la manière dont tu te perçois, et dans la manière dont tu obliges les autres à te percevoir. Alors comment on fait pour sortir de cette cage sans clé? D'abord, tu dois accepter une vérité inconfortable. Le monde ne changera pas pour toi. Tu dois apprendre à jouer avec ses règles, pas contre elles. Observe ceux qui ont réussi sans héritage. Ils ont tous compris la même chose. Il faut d'abord changer l'image avant de changer la vie. Commence par t'observer comme si tu étais ton propre recruteur, ton propre investisseur. Qu'est-ce que tu renvoies? De la confiance? Ou de la fatigue? De la clarté? Ou de la confusion? De la stabilité? Ou de la survie? Tu n'as pas besoin d'argent pour changer ton image. Tu as besoin de conscience, d'apprendre à parler différemment, à marcher différemment, à te présenter différemment. Non pas pour mentir, mais pour ne plus laisser ta pauvreté parler avant toi. Parce que tu le veuilles ou non, ton apparence, ton langage, tes choix sont des signaux économiques. Et ceux qui ne savent pas les contrôler finissent toujours par être classés au bas de l'échelle. Mais tu sais ce qu'il y a de plus pervers dans tout ça? Ce n'est pas le regard des autres. C'est ce que toi, tu as fini par croire sur toi-même. Tu penses être comme ça. Tu penses que ta manière de parler, de t'habiller ou de vivre fait partie de ton identité. Mais ce que tu appelles authenticité est souvent un costume cousu par ton milieu. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment ce costume, ses codes, ses mots, ses gestes, te condamnent à rester à ta place, même quand tu crois t'en libérer. Le monde ne te juge pas pour qui tu es, mais pour les signaux que tu envoies. Tu crois que la discrimination, c'est une question de couleur, de religion ou de genre. Non. Il existe une forme de racisme beaucoup plus sournoise, beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus destructrice. Et tu y es probablement confronté chaque jour sans même t'en rendre compte. C'est le racisme anti-pauvre,
Ce n'est pas écrit dans la loi. Tu ne verras jamais un panneau disant « Interdit aux pauvres ». Mais tu le ressens, dans un regard, dans une manière de te parler, dans une porte qui se ferme poliment. C'est ce moment où on t'explique, d'un ton bienveillant, que ce poste demande un certain niveau de présentation. C'est ce moment où ton banquier t'appelle par ton prénom, alors qu'il dit « Monsieur » au client d'à côté. C'est cette impression constante d'avoir à prouver que tu mérites d'être là. Et le plus pernicieux dans tout ça, c'est que tu finis par te comporter exactement comme on t'attend à te voir. Petit, prudent et reconnaissant d'être toléré. Le racisme anti-pauvre, c'est un code culturel. Il n'a pas besoin de mots. Il vit dans les détails, dans ta voix, dans ton accent, dans la manière dont tu marches ou dont tu formules une phrase. En France, on t'évalue avant même que tu aies ouvert la bouche. Ton allure devient ton premier CV. Ton accent, ta syntaxe, ton énergie, ton niveau d'aisance sociale sont autant d'indicateurs de valeur perçue. Et cette valeur perçue détermine presque tout. Ton embauche, ton crédit, tes opportunités, tes relations, ton réseau. Tu penses que c'est injuste? Tu as raison. Mais le monde n'est pas juste, il est sélectif. Et ceux qui refusent de l'admettre vivent toute leur vie à attendre une reconnaissance qui ne viendra jamais. Parce que le monde ne récompense pas la sincérité, il récompense la compétence perçue. Et dans ce jeu-là, la pauvreté a une odeur, un ton, une manière de se justifier, que les autres repèrent instantanément. Le problème, c'est que toi, tu ne la sens plus, parce qu'elle est devenue ton parfum quotidien. Le racisme anti-pauvre n'est pas seulement un jugement, c'est un filtre invisible qui te place dans une case avant même que tu aies eu une chance de parler. Tu veux savoir ce que voient les autres quand ils te regardent, pas ton potentiel, pas ton intelligence, pas ton courage. Ils voient des signes, des symboles, des habitudes. Ils voient la marque de tes chaussures, la manière dont tu tiens ton téléphone, la façon dont tu t'exprimes quand tu es nerveux. Ils entendent tes « tes hésitations, ton accent de quartier ou de région. Et sans s'en rendre compte, leur cerveau associe tout cela à un archétype. Ils te rangent dans une catégorie mentale. Celui qui rêve mais ne réussira pas. Celui qui parle trop fort. Celui qui ne comprend pas les codes. Tu crois que c'est injuste? C'est pire que ça. C'est systémique. Les classes sociales, en France, se reconnaissent entre elles. Pas par le nom, ni par la richesse, mais par le code comportemental. Et tant que tu n'apprends pas à décoder ces signes, tu restes dans le camp des invisibles. Mais attention, il ne s'agit pas de renier qui tu es. Il s'agit de comprendre que le monde t'observe à travers une lentille déformante, et que si tu ne la ajustes pas toi-même, personne ne le fera pour toi. La première étape, c'est la conscience. Tant que tu refuses de voir ce racisme, tu le subis. Le jour où tu l'acceptes, tu peux commencer à le contourner. Tu ne changeras pas le système, mais tu peux apprendre à jouer avec ses règles, à maîtriser ton image, ton langage, ton allure, ta présence. Pas pour plaire, pour être respecté. Observe les gens que tu admires vraiment, ceux qui ont réussi sans trahir leurs valeurs. Tu verras qu'ils ont une chose en commun. Ils choisissent les signaux qu'ils envoient. Leur manière de parler est claire, posée, calibrée. Leur posture est droite, leurs mots sont choisis. Ils ont compris que chaque interaction est une transaction symbolique, et que dans cette transaction, celui qui contrôle le ton contrôle la perception. Alors commence petit, parle moins vite, regarde les gens dans les yeux, remplace tes justifications par des affirmations. Et surtout, ne t'excuse jamais d'exister, parce que ce monde ne pardonne pas l'incertitude, il la classe. Et si tu veux en sortir, tu dois réapprendre à envoyer les bons signaux, pas pour faire riche, mais pour cesser d'être perçu comme pauvre. Mais voilà le paradoxe, même quand tu changes de posture, de ton, d'allure, le racisme anti-pauvre continue de te suivre. Pourquoi? Parce qu'il s'est enraciné plus profondément que dans ton apparence. Il s'est logé dans ta manière de penser. Tu as grandi avec des réflexes, des croyances, des phrases toutes faites. Faut pas trop en vouloir. L'argent, c'est sale. C'est pas pour nous. Et tant que ces voix-là murmurent dans ta tête, tu pourras changer ton langage, ton look ou ton CV. Tu continueras à t'auto-saboter sans même le voir. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment ton identité elle-même te trahit et pourquoi la pauvreté la plus dangereuse n'est pas dans ton compte bancaire, mais dans ton ADN culturel. Tu veux t'élever, mais tu parles encore la langue de ta prison. Tu peux changer de ville, changer de travail, changer de cercle. Mais tant que tu n'as pas changé de logiciel intérieur, tu transportes ta pauvreté partout avec toi, comme une ombre silencieuse.
ce n'est pas seulement ton compte qui trahit ton passé, c'est ta manière d'exister, ta voix, ton ton, ton regard, tes mots, tes silences. Tu veux t'élever, mais une partie de toi reste attachée à l'image du toi d'avant. Celui qui veut être aimé du quartier, accepté par le groupe, reconnu par les siens. Tu refuses d'admettre que pour devenir quelqu'un d'autre, tu dois d'abord accepter de décevoir ceux qui t'ont façonné. Et c'est là que tout se joue. Le plus grand obstacle à ta réussite, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que tu continues à croire que tu dois être pour être accepté. Ce que tu appelles authenticité est souvent une loyauté déguisée. Tu restes fidèle à ton milieu, à ton image, à tes codes, parce que tu veux prouver que tu n'as pas trahi. Mais en réalité, c'est cette fidélité qui te condamne à rester à ta place. On ne te l'a pas appris, mais l'être humain est un imitateur. Tu adoptes les gestes, les mots, les croyances de ton environnement sans t'en rendre compte. Et si ton environnement glorifie la survie, la débrouille ou la fierté de faire avec peu, alors c'est ce que tu finiras par reproduire, même inconsciemment. Regarde les enfants dans une cour d'école. Ils ne se copient pas pour apprendre, ils se copient pour appartenir. Et toi, adulte, tu continues à faire la même chose. Tu ne veux pas apprendre à être riche. Tu veux être reconnu par ceux qui restent pauvres. Tu dis vouloir t'en sortir, mais dans le fond, tu as peur d'être différent. Parce que dans ton milieu, être différent, c'est être prétentieux. C'est se prendre pour quelqu'un. C'est oublier d'où tu viens. Alors tu restes là, dans cette zone grise, à rêver d'ascension tout en cherchant à rester conforme. Et chaque fois que tu choisis la conformité, tu choisis la stagnation. Il y a quelque chose de cruel dans ce processus. Tu crois être fidèle à ton identité, mais en réalité, tu protèges ton ancienne version, celle qui te rassure, mais te retient. Quand tu dis « je suis comme ça », ce n'est pas une vérité. C'est une habitude devenue confortable. C'est ton inconscient qui dit « je préfère rester celui que je connais, même s'il souffre, plutôt que de devenir celui que j'ignore, même s'il réussit. » Tu n'es pas né modeste, tu l'es devenu. Tu n'es pas né méfiant de l'argent, tu l'as appris. Tu n'es pas né avec la peur de perdre. On te l'a transmise. Et le plus dangereux, c'est que tu continues à défendre cette identité, comme si elle te définissait. Mais elle ne te définit pas, elle te limite. Et tant que tu continues à la protéger, tu continueras à repousser les opportunités qui pourraient te transformer. C'est pour ça que certains, même en réussissant un peu, sabotent tout aussitôt. Ils gagnent plus d'argent, mais trouvent un moyen inconscient de tout dépenser. Ils montent en grade, mais s'autodétruisent au moment où le succès devient trop réel. Parce qu'ils ont peur, pas de l'échec, de ne plus se reconnaître s'ils changent trop. Tu veux savoir comment sortir de cette prison intérieure ? Tu dois réapprendre à te définir consciemment. Arrête de dire « je suis comme ça ». Commence à dire « je choisis d'être comme ça » pour l'instant. Parce que celui qui choisit, contrôle. Celui qui subit, se répète. Commence à observer tes pensées comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Quand tu entends une voix te dire « je ne suis pas fait pour ça », demande-toi « qui parle vraiment ? Moi ? Ou mon passé ?» Tu verras que la plupart du temps, ce n'est pas toi. C'est une mémoire collective. C'est la voix de tes parents, de ton quartier, de tes profs, de tes anciens amis, des gens qui t'ont transmis leur prudence comme une preuve d'amour. Mais l'amour mal compris peut devenir une malédiction. Et à un moment, il faut faire un choix. Soit tu continues à vivre pour être accepté, soit tu deviens celui qui inspire les autres à s'élever. Oui, certains te jugeront. Oui, certains diront que tu as changé. Et tu sais quoi ? Ils auront raison. Parce que changer, c'est précisément le but. Mais il y a une autre forme de trahison, encore plus subtile. Elle ne vient pas de ton identité, elle vient de ton entourage. Parce que même si tu fais tout bien, même si tu travailles, que tu te formes, que tu te disciplines, il suffit d'une seule phrase, d'une seule conversation pour tout effondrer. Une phrase lancée par une personne que tu respectes. Une phrase anodine, mais toxique. Tu devrais être content de ce que tu as. Fais attention, tu risques gros. C'est pas fait pour des gens comme nous. Et sans t'en rendre compte, tu recommences ta potence à te rapetisser, à douter, à ralentir, à abandonner. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment les gens que tu aimes le plus peuvent devenir, malgré eux, les gardiens de ta pauvreté. Et pourquoi parfois, la liberté commence par le courage de s'éloigner. Certains te diront de viser moins haut, parce qu'ils ont échoué avant toi. Tu l'as sûrement déjà entendu. Reste prudent. Fais pas de folie. Tu devrais déjà être content de ce que tu as. Ces phrases,
Tu les as peut-être reçues d'un parent, d'un ami, d'un collègue. Elles partent toujours d'une bonne intention. Elles sonnent comme de la sagesse. Mais en réalité, elles sont souvent le poison le plus lent et le plus efficace du monde. Parce qu'à chaque fois qu'on te dit ça, on ne parle pas à ton ambition. On parle à ta peur. Et tu l'écoutes parce que tu les aimes. Parce que tu ne veux pas les décevoir. Parce que tu penses qu'ils savent mieux que toi. Mais la vérité, c'est que leurs conseils ne viennent pas de leur expérience du succès. Ils viennent de leur peur de l'échec. Et tant que tu laisses leur peur guider tes choix, tu restes prisonnier d'un schéma qui ne t'appartient même pas. Les pauvres ne te tirent pas vers le bas par méchanceté. Ils le font par réflexe, parce qu'ils confondent prudence et protection. En France, la culture de la sécurité est une religion. On t'apprend à chercher le poste stable, le salaire fixe, le CDI, la tranquillité. Mais cette tranquillité a un prix, elle te coûte ta croissance. Et cette mentalité se transmet comme un héritage invisible. Ce n'est pas ton argent qu'on t'a transmis, c'est ta peur d'en manquer. Alors, quand tu commences à rêver plus grand, quand tu parles d'investir, de te lancer, de sortir du moule, les gens autour de toi ne voient pas ton courage. Ils voient leur propre renoncement. Et ton ambition, au lieu de les inspirer, les met face à leurs regrets. C'est pour ça qu'ils te disent « c'est dangereux ». Tu devrais attendre. Ce n'est pas réaliste. Pas pour te nuire, mais pour ne pas ressentir cette douleur silencieuse qu'ils portent depuis des années. Celle d'avoir laissé passer leur chance. Et plus ton entourage t'aime, plus cette protection devient étouffante. Tu dois comprendre quelque chose. Chaque conseil porte l'empreinte de celui qui le donne. Un entrepreneur te parlera de risque. Un salarié te parlera de sécurité. Un investisseur te parlera de patience. Un consommateur te parlera de plaisir immédiat. Alors, quand tu écoutes quelqu'un, demande-toi toujours « ce qu'il me dit, l'a-t-il prouvé dans sa propre vie ?» Si ton oncle t'explique comment devenir riche, mais n'a jamais investi un seul euro, ce n'est pas un mentor. C'est un miroir déformant. Et si ta mère t'encourage à travailler dur, mais pas à penser différemment, c'est parce qu'elle ne connaît que la lutte, pas la stratégie. Ces voix ne te mentent pas. Elles te répètent simplement ce qu'on leur a appris à répéter. Et c'est là que naît le piège. La fidélité émotionnelle a des croyances obsolètes. Tu veux les rendre fiers, alors tu fais ce qu'ils valident. Mais ce qu'ils valident, c'est souvent ce qui les a condamnés à une vie moyenne. Et tu crois respecter tes racines. Mais en réalité, tu les arroses avec ta propre stagnation. La clé, ce n'est pas de couper les liens. C'est de changer la direction du respect. Tu n'as pas besoin de renier ta famille, ni de mépriser tes amis. Mais tu dois cesser de leur donner l'autorité qu'ils n'ont jamais gagnée. Écoute-les avec amour. Mais ne les laisse plus valider tes décisions. Leur rôle, c'est de t'aimer, pas de te guider. Et ton rôle, c'est de les honorer en brisant le cycle qu'ils n'ont pas su briser. Un jour, tu comprendras que tu peux aimer quelqu'un profondément et quand même refuser de lui ressembler. Le respect ne consiste pas à obéir. Le respect, c'est dire « je t'aime, mais je ne veux pas finir comme toi ». Et quand tu commences à penser ainsi, quelque chose se passe. Tu arrêtes de chercher la validation horizontale, celle de tes pairs, de ton entourage, et tu commences à chercher la validation verticale, celle de ton futur toi. C'est cette version-là de toi-même que tu dois impressionner, pas les autres, lui, celui que tu deviendras. Mais même quand tu t'émancipes de ces voies, une autre illusion t'attend. Une illusion encore plus vicieuse, parce qu'elle se cache derrière une vertu. Tu te dis que tu vas prouver ta valeur par le travail, que tu vas te battre, te donner à fond, te lever plus tôt, dormir moins. Tu penses que plus tu t'épuiseras, plus tu seras récompensé. Mais ce que tu crois être du courage n'est souvent qu'une nouvelle forme d'esclavage. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi le travail acharné, sans stratégie, est la nouvelle religion des pauvres, et comment apprendre à produire des résultats sans t'épuiser à tourner dans la roue. Travailler plus ne te rendra jamais libre, si tu continues à obéir comme un esclave. On t'a dit que le travail était la clé de tout. Travaille dur, tu réussiras. Ceux qui se donnent à fond finissent toujours par gagner. Mais laisse-moi te poser une question. Si c'était vrai, pourquoi la plupart de ceux qui travaillent le plus dur gagnent-ils le moins? Les ouvriers, les serveurs, les infirmiers, les chauffeurs, les livreurs. Ce sont eux qui portent le pays à bout de bras. Ils se lèvent tôt, rentrent tard, transpirent, répètent les mêmes gestes, supportent les mêmes humiliations. Et pourtant, ce sont eux qui terminent chaque mois en se demandant comment payer leurs factures. Pendant ce temps, certains, moins fatigués, moins visibles, souvent moins méritants, accumulent des revenus qui dépassent l'imagination.
pas parce qu'ils travaillent au plus, parce qu'ils travaillent autrement. Alors non, ce n'est pas ton manque de travail qui t'empêche d'avancer. C'est ta croyance naïve que l'effort suffit à te libérer. Et tant que tu continues à penser comme un soldat, tu continueras à vivre comme un soldat, discipliné, loyal et remplaçable. L'illusion de l'effort vient de là. Tu crois que souffrir prouve ta valeur. Tu penses qu'à force de tout donner, la vie te récompensera. Mais la vie n'a pas de mémoire. Elle récompense les résultats, pas la sueur. Tu confonds activité et impact. Tu bouges, tu produis, tu remplis tes journées. Mais à la fin, tout ce que tu récoltes, c'est de la fatigue et un sentiment de pas assez. Pourquoi ? Parce que tu as été formé pour servir un système, pas pour en tirer profit. Depuis l'école, on t'a appris à obéir, pas à réfléchir. On t'a félicité quand tu étais sage, pas quand tu étais audacieux. Et sans t'en rendre compte, tu as associé valeur et obéissance. Alors tu te lèves chaque matin avec la peur de ne pas être à la hauteur. Tu remplis ton agenda pour te prouver que tu existes. Tu te dis que tu n'as pas le choix, parce qu'on t'a convaincu que c'était ça, la vie d'adulte. Mais le système adore ce genre de profil. Il a besoin de gens épuisés, trop fatigués pour penser, trop stressés pour créer. Des gens qui confondent loyauté et esclavage, discipline et dépendance. C'est pour ça que, dans ce monde, les plus épuisés ne sont pas les plus riches, ce sont les plus dociles. La vérité, c'est que le travail n'est pas un moteur, c'est un carburant. Et si tu continues à le brûler sans direction, tu finiras vide. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte, c'est l'effet de levier que tu appliques sur chacun d'eux. Un riche ne travaille pas plus. Il positionne son énergie là où 1 heure de son temps produit 10 heures de valeur. Il construit des systèmes, des actifs, des revenus qui fonctionnent sans sa présence. Et ça, tu peux le faire toi aussi. Mais seulement si tu cesses de penser comme un employé. Seulement si tu comprends que ton temps n'est pas une ressource infinie. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui crée de la valeur ou de la dépendance ? Chaque tâche, chaque décision doit être évaluée sous ce prisme. Et si tu découvres que tu passes tes journées à courir pour maintenir un équilibre instable, c'est que tu es encore prisonnier de l'illusion. Tu ne travailles pas pour grandir, tu travailles pour survivre. La première étape, c'est d'arrêter de glorifier ta souffrance. Souffrir n'est pas une preuve de mérite, c'est souvent une preuve de désorganisation. Commence à mesurer ce que ton travail te coûte en énergie, en temps, en lucidité, et demande-toi, est-ce que cette dépense me rapproche de ma liberté ou m'en éloigne ? Travaille moins, mais pense plus. Lis, observe, questionne. Chaque minute de réflexion t'en épargne 10 de labeur inutile. Tu veux savoir comment font les riches ? Ils délèguent, ils automatisent, ils investissent dans des outils, des savoirs, des systèmes qui travaillent pendant qu'ils dorment. Et ça ne demande pas forcément d'argent. Ça demande une nouvelle mentalité, celle de la stratégie. Commence à penser en termes de résultats, pas d'heures, de valeurs créées, pas de tâches accomplies. Parce que dans ce monde, celui qui maîtrise le levier finit toujours par diriger ceux qui ne maîtrisent que la force brute. Et tu ne peux pas construire ta liberté avec la logique de ceux qui travaillent pour un salaire. Tu dois devenir ton propre patron, même avant de l'être officiellement. Ta mission n'est plus de faire plus. Ta mission, c'est de faire mieux, avec moins. Mais il y a une autre forme de piège, plus invisible encore. Même quand tu comprends tout ça, même quand tu changes ta manière de travailler, que tu gagnes un peu plus, que tu gagnes en clarté, il reste une force qui te tire vers le bas. Cette force, c'est ton propre esprit. Parce qu'au fond, tu continues à penser comme on t'a appris à penser. Tu veux être libre, mais tu raisonnes encore comme un salarié. Tu veux investir, mais tu ressens encore la culpabilité de dépenser. Tu veux grandir, mais tu ressens encore la peur d'échouer. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment ta prison la plus solide n'est pas extérieure, mais mentale. Et comment t'en libérer pour de bon, avant qu'elle ne te condamne à une vie d'effort sans fin. Le pire des esclavages, c'est celui que ton esprit a appris à aimer. Tu crois être libre parce que personne ne te donne d'ordre. Tu crois être libre parce que tu choisis tes vêtements, ton travail, ton téléphone. Mais si on regarde de plus près, combien de tes choix t'appartiennent vraiment ? Tu te lèves à l'heure que ton emploi t'impose. Tu travailles pour payer les choses qu'on t'a appris à désirer. Tu dépenses pour impressionner des gens que tu n'aimes pas vraiment. Et tu appelles ça « vivre ta vie ». Mais la vérité, c'est que tu vis dans une prison invisible. Une prison que tu transportes partout avec toi. Une prison construite de croyances, de peurs, de réflexes hérités. Et le plus pervers, c'est que cette prison, tu la défends. Parce qu'elle te rassure. Parce que dans le fond,
Tu as peur de ce qu'il y a derrière les barreaux. L'incertitude, la responsabilité, le vertige de la liberté. Tu es né libre, mais depuis l'enfance, on t'a appris à trouver du confort dans la cage. Et aujourd'hui, tu es devenu ton propre gardien. La pauvreté mentale, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une habitude de penser petit. On t'a programmé à te limiter, à croire que tu dois mériter chaque plaisir, chaque succès, chaque pas en avant. On t'a répété que l'argent, c'était dangereux, que l'ambition, c'était mal vu, que rêver grand, c'était pour les autres. Alors tu t'es adapté. Tu as appris à être raisonnable. Tu as appris à faire attention, à ne pas te prendre pour quelqu'un. Et chaque fois que ton instinct te poussait à sortir du cadre, une voix dans ta tête te disait « Ce n'est pas pour toi ». Cette voix, c'est ta prison. C'est elle qui t'empêche d'oser, d'investir, de risquer, d'aimer sans peur. C'est elle qui te convainc que le monde extérieur est dangereux, alors qu'en réalité, le danger, c'est de rester enfermé à l'intérieur. Tu veux une preuve? Regarde ton comportement face à l'argent. Tu veux gagner plus, mais tu te sens coupable dès que tu en gagnes. Tu veux épargner, mais tu dépenses dès que tu stresses. Tu veux investir, mais tu doutes dès que le risque apparaît. Ton esprit est devenu ton bourreau, parce qu'il te fait croire que la sécurité vaut mieux que la liberté. Ta prison mentale a 3 murs. La peur, la honte et la conformité. La peur d'abord. Celle d'échouer, d'être jugé, de perdre ce que tu as. Elle te paralyse et te fait préférer l'immobilité à la prise de risque. Tu crois que tu es prudent, mais en réalité, tu choisis la stagnation. La honte, ensuite. Celle d'avoir envie de plus. Celle d'oser vouloir une vie meilleure que celle de tes parents. Celle de parler d'argent, d'ambition, de richesse dans un pays où tout le monde prétend s'en moquer. Alors tu te tais, tu minimises, tu t'excuses d'avoir faim. Et chaque excuse devient un barreau de plus. Et enfin, la conformité. Tu veux être accepté, reconnu, normal. Mais la normalité, dans ce monde, c'est l'endettement, la fatigue et la résignation. Et chaque fois que tu fais un choix pour rentrer dans le moule, tu renforces les murs de ta propre cage. La prison mentale, c'est ça. Une construction invisible, bâtie sur des idées que tu n'as jamais remises en question. Et tant que tu vis à l'intérieur, tu confonds la sécurité avec la servitude. La sortie ne se fait pas en un jour, mais elle commence par une chose, la lucidité. Regarde ta vie comme si tu observais celle de quelqu'un d'autre. Regarde tes automatismes, tes réactions, tes discours intérieurs. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je n'ai pas le choix », note-le. Parce que ce ne sont pas des faits, ce sont des croyances. Et une croyance, ça se détruit par la contradiction. Commence à poser des actes contraires à tes peurs. Investis même une petite somme, juste pour prouver à ton cerveau que ce n'est pas mortel. Dis non à quelque chose, juste pour expérimenter la liberté du refus. Exprime une opinion impopulaire, juste pour constater que le monde ne s'effondre pas. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton ancien toi n'aurait pas osé faire, tu agrandis la porte de sortie. Mais attention, sortir de la prison mentale, c'est douloureux. Parce que tu vas devoir renoncer à ton confort émotionnel. Tu vas devoir affronter ce que tu as fui toute ta vie, la responsabilité. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est assumer les conséquences de ce que tu choisis. Et c'est ce que la plupart des gens refusent de faire. Ils préfèrent rester dans leur cage en se plaignant du monde, plutôt que de se rendre compte qu'ils ont toujours eu la clé dans leur poche. Mais même quand tu commences à ouvrir la porte, il y a quelque chose qui peut encore te ramener dans la cage, parce qu'une fois que ton esprit s'élève, tu réalises une vérité dérangeante. Tu ne pourras plus vivre au même endroit, tu ne pourras plus fréquenter les mêmes gens, tu ne pourras plus penser dans le même environnement. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup replient les ailes. Pas parce qu'ils ne veulent pas être libres, mais parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi changer ton environnement est souvent plus dur que changer ton esprit. Et comment certains restent pauvres toute leur vie, simplement parce qu'ils ont eu peur de quitter ceux qui restaient à l'intérieur. Tu ne peux pas t'élever si tu restes entouré de plafonds. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que ton environnement ne te nourrit plus. Tu aimes encore les gens qui t'entourent, mais tu sens, au fond, qu'ils ne comprennent plus ce que tu deviens. Tu veux parler de projet, ils te parlent de week-end. Tu veux parler de liberté, ils te parlent de sécurité. Tu veux parler d'investissement, ils te parlent de prudence. Et plus tu t'élèves intérieurement, plus tu ressens ce fossé invisible entre toi et le monde d'avant. C'est douloureux, parce que ce monde, c'était ton cocon. C'est là que tu as ri, que tu as appris, que tu t'es construit. Mais tu le sais, si tu restes, tu t'éteindras lentement.
Parce que l'environnement, c'est comme un climat. Il ne te juge pas, il te modèle. Et tu ne peux pas grandir dans un air qui ne nourrit plus tes poumons. On sous-estime à quel point notre environnement conditionne notre comportement. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Mais ce n'est pas qu'une phrase de motivation, c'est une loi psychologique. Tes pensées ne naissent pas dans le vide. Elles se forment à partir de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens au quotidien. Si tu passes tes journées entouré de personnes qui doutent, qui se plaignent, qui s'excusent, alors, petit à petit, tu intègres leur logique sans même t'en rendre compte. Tu ris à leurs blagues, tu reprends leurs expressions, tu finis par penser comme eux pour ne pas être exclu. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois être fidèle à ton entourage, alors que tu es en train de trahir ton avenir. Tu veux t'élever? Tu dois accepter que certaines personnes que tu aimes ne t'accompagneront pas. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur plafond est plus bas que ton horizon. L'environnement ne se limite pas aux gens. C'est tout ce qui t'entoure, les lieux que tu fréquentes, les sons que tu entends, les contenus que tu consommes, les conversations que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque élément agit comme une influence, et ces influences s'additionnent. Elles finissent par créer ton niveau par défaut. C'est pour ça qu'un même individu placé dans 2 environnements différents n'aura pas la même vie. Donne 10 ans à quelqu'un dans un quartier où tout le monde parle d'opportunités, et donne les mêmes 10 ans dans un endroit où tout le monde parle de survie, et tu obtiendras 2 versions opposées de la même personne. Ton environnement, c'est ton logiciel d'exploitation. Si tu ne le choisis pas consciemment, il t'imposera ses limites. Et le plus dur, c'est que souvent, les environnements toxiques sont les plus confortables. Ils te connaissent, ils t'acceptent, ils ne t'exigent rien. Mais ils t'anesthésient. Ils te maintiennent dans un état de semi-conscience où tu ne souffres pas trop, mais où tu ne grandis plus. Changer d'environnement, ce n'est pas forcément déménager ou couper tous les ponts. C'est d'abord un acte de conscience. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton champ mental. Commence par filtrer les conversations, les médias, les habitudes. Pose-toi cette question chaque fois que tu t'exposes à quelque chose. Est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela m'endort? Si tu veux t'entourer de personnes ambitieuses, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elles te trouvent. Lis leurs livres, regarde leurs conférences, écoute leurs histoires. Expose-toi à leur énergie jusqu'à ce que leur façon de penser devienne la tienne. Ensuite, avance vers des lieux où l'énergie circule différemment. Pas pour fuir, mais pour respirer un air neuf. Les gens qui bougent, qui créent, qui échouent et recommencent, c'est ce souffle-là qu'il te faut. Mais attention, ce changement aura un prix. Le prix de la solitude. Quand tu décides de monter d'un étage, tu dois parfois laisser derrière toi ceux qui refusent de monter. Ils t'aimeront encore, mais ils ne te comprendront plus. Et tu devras apprendre à supporter leur regard, leur jugement, leur nostalgie de l'ancien toi. Tu sentiras la culpabilité te ronger. Tu te demanderas si tu n'as pas pris la grosse tête. Mais rappelle-toi, tu n'as pas changé, tu es en train de te révéler. Et tu ne dois jamais t'excuser d'évoluer. Parce que si ton environnement ne te pousse pas vers le haut, c'est qu'il est conçu pour t'endormir. Et tu n'as pas été créé pour dormir. Mais attention, même si tu t'élèves, même si tu changes d'air, même si tu t'entoures mieux, il reste une dernière barrière, la plus subtile, la plus traîtresse, celle que même les riches, les libres, les éveillés doivent constamment combattre. Parce que le vrai piège, ce n'est pas de rêver trop petit. C'est de croire qu'une fois arrivé, tu peux relâcher ton exigence. Et c'est ce que nous verrons dans la dernière partie. Pourquoi la majorité des gens, même après avoir connu la réussite, retombent dans la médiocrité. Et comment l'exigence absolue est la seule force capable de te maintenir libre. La pauvreté commence le jour où tu décides que c'est déjà suffisant. Tu as déjà remarqué? La plupart des gens cessent de se battre dès que le danger s'éloigne. Ils rêvent d'une meilleure vie, se battent, luttent, persévèrent. Et dès qu'ils atteignent un peu de stabilité, ils relâchent tout. Ils respirent, se félicitent, s'habituent. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, ils redescendent. Pas brutalement, pas d'un coup, mais doucement, subtilement. Ils s'endorment dans leur réussite. C'est ainsi que naît la pauvreté la plus perfide, celle de l'esprit qui se satisfait trop tôt. Tu crois que la médiocrité, c'est l'échec. Non, la médiocrité, c'est la complaisance. C'est croire que ce que tu fais suffit. C'est arrêter de vouloir t'améliorer sous prétexte que tu as déjà fait des efforts. Mais le monde ne récompense pas ceux qui ont fait des efforts. Il récompense ceux qui continuent à en faire,
même quand il pourrait s'arrêter. Tu as grandi dans une culture qui glorifie la fatigue et la compassion. Tu as déjà beaucoup donné. Tu mérites du repos. Ne te mets pas trop de pression. Ces phrases paraissent bienveillantes, mais elles sont dangereuses. Parce qu'elles t'apprennent à baisser ta garde, à t'endormir dans le confort du déjà mieux qu'avant. Le vrai piège, c'est celui-là. Tu penses avoir franchi la ligne d'arrivée, alors que tu viens à peine de quitter le départ. Regarde autour de toi. Combien de gens avaient un projet, une passion, une ambition, et qui aujourd'hui vivent dans le souvenir de ce qu'ils étaient capables de faire. Ils te diront qu'ils ont eu leur moment. Mais la vérité, c'est qu'ils ont arrêté de se pousser, parce qu'ils avaient peur d'échouer à nouveau. Ils ont confondu repos et abandon. Et toi, peut-être que tu fais la même erreur. Tu es fier de ton progrès, et tu as raison. Mais à force d'être fier, tu oublies d'être exigeant. L'exigence, c'est ce qui te garde vivant quand tout le monde s'éteint. L'exigence absolue, ce n'est pas la perfection. C'est la fidélité à ta propre évolution. C'est se lever chaque matin en sachant que tu peux faire mieux qu'hier et ne jamais laisser cette idée devenir une pression, mais une flamme. L'exigence, ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est de refuser de t'arrêter au premier palier. C'est ce que Warren Buffett appelle l'avantage cumulatif. Faire un peu mieux, un peu plus longtemps que les autres. Pas de manière spectaculaire, mais de manière constante. Parce qu'à long terme, ce n'est pas le plus talentueux qui gagne, c'est le plus cohérent. Celui qui garde la même rigueur les jours où personne ne regarde. L'exigence, c'est ce muscle intérieur qui t'empêche de tomber dans la facilité. C'est ce dialogue silencieux entre toi et ton futur, toi. Chaque jour, tu lui dois quelque chose. Pas une performance, pas un exploit, mais un pas de plus. Tu veux savoir comment rester exigeant sans sombrer dans l'épuisement. Tu dois changer ton carburant. L'exigence ne doit pas venir de la peur de régresser, mais du respect que tu as pour toi-même. Fais les choses non pas parce qu'il faut les faire, mais parce que tu refuses de trahir la version de toi qui sait qu'il peut mieux. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition. C'est une déclaration d'amour envers ton avenir. Chaque fois que tu te forces à tenir une promesse que tu t'es faite, tu renforces ton estime de toi. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu t'affaiblis un peu plus. Alors pose-toi cette question chaque soir. Est-ce que la personne que j'étais ce matin serait fière de celle que je suis ce soir? Si la réponse est non, recommence demain. Pas avec culpabilité, avec fierté, parce que tu es encore en vie, donc encore capable de mieux. Et c'est ça, la vraie richesse, la capacité à progresser, même quand personne ne t'y oblige. Tu penses avoir tout compris au piège de la pauvreté. Tu t'es libéré du regard des autres. Tu as repris le contrôle de ton esprit. Tu as changé ton environnement. Mais malgré tout ça, il y a encore quelque chose qui t'échappe. Parce qu'il existe une erreur que même les plus lucides continuent de commettre. Une erreur si banale qu'elle passe pour de la normalité. Un gouffre maquillé en confort, un piège que tu finances chaque mois sans t'en rendre compte. Tu crois que ton salaire te limite. Tu crois que ce sont tes factures, tes impôts ou ton loyer qui t'écrasent. Mais non. Le vrai piège, c'est cet achat que tu justifies depuis des années, celui qui dévore ta liberté à petit feu tout en te donnant l'illusion du statut et du progrès. Et tant que tu ne le verras pas, tu continueras à travailler dur pour entretenir la machine qui t'enchaîne. Ce piège, il est dans ton quotidien. Il coûte des centaines d'euros chaque mois, des dizaines de milliers sur quelques années. Il te fait croire que tu avances, alors qu'il t'enfonce. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir ce piège invisible. Tu vas comprendre pourquoi l'achat le plus banal en France est en réalité la plus grosse erreur financière de ta vie et comment il vole ta richesse sans que tu t'en aperçoives. Si tu veux vraiment être libre, ne t'arrête pas ici. Parce que le pire, ce n'est pas d'être prisonnier, c'est de payer toi-même pour ta cage.